Un bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. Voici le sommaire de l'actualité de ce samedi. Le Rwanda se félicite d'avoir réduit à 90% les cas de paludisme dans le pays grâce au travail des agents de santé communautaire. Indication faite ce samedi alors que le président de la République, Paul Kagame, s'entretenait avec ces derniers à Kigali. Au sommaire également, la première dame du Rwanda, son Excellence Jeannette Kagame, a participé à la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda pour le district de Karongi. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le Rwanda se félicite d'avoir réduit à 90% les cas de paludisme dans le pays grâce au travail des agents de santé communautaire. Indication faite ce samedi alors que le président de la République, Paul Kagame, s'entretenait avec ces derniers à Kigali. Le point avec Jean Damascène Maneshimi. Ce sont plus de 7000 agents de santé communautaire, les centres de santé, les directeurs des hôpitaux à travers tout le pays et les partenaires dans le domaine de la santé qui avaient fait le déplacement de Kigali pour rencontrer le président de la République, Paul Kagame. Le ministre de la Santé, le docteur Sabin Nsanzimana, a loué la contribution des agents de santé communautaire dans l'amélioration de la santé au Rwanda. Précisons qu'à titre d'exemple, les 2/3 des cas de paludisme dans le pays sont traités par ces derniers, ce qui a contribué à réduire 90% les cas de paludisme puisque ces cas sont passés de 6 millions dans les dernières années à 500 000 aujourd'hui. S'exprimant pour l'occasion, le président de la République Paul Kagame a indiqué que ces réalisations satisfaisantes du Rwanda dans le domaine de la santé sont dues entre autres au concours des agents de santé communautaires et d'autres partenaires dans le domaine de la santé. Il a loué le dévouement et le sens du sacrifice du bénévolat dont il faut preuve dans le service qu'il rend à la population. Kibanza ni ukubashimira. Je suis venu ici principalement pour vous remercier, vous, agents de santé communautaire et autres agents au niveau varié. Je voudrais vous remercier car tout ce qui a été dit et même d'autres réalisations non évoquées sont dues à votre engagement. Et la plupart d'entre vous, vous le faites de façon bénévole. Ndetse abenshi muri mwe mukanabikora sans rémunération. Et même ceux-là qui sont rémunérés perçoivent une maigre récompense qui ne correspond pas à ce qu'ils font. Ikituzitira ni kimwe gusa kugira ngo dushobore kunganira bihagije abakozi bose. Ce qui nous empêche d'appuyer, et comme cela se doit, tous les agents, ce sont uniquement les moyens limités par rapport à ce que nous souhaiterions donner à tous les agents publics. Mais ce que nous visons, c'est doter le pays des moyens nécessaires pour accéder rapidement au développement dont nous avons besoin, conformément au temps que nous vivons. Kugira ubushobozi ari kuri ibyo navugaga cyangwa ari no ku bindi ubushobozi bushobora gutuma dutera imbere twihuta tugera kuri byinshi dukeneye bijyanye n'igihe tugezemo. Le chef de l'État a rappelé que le développement du pays dépend largement d'une bonne santé, sans quoi personne ne saurait réussir quoi que ce soit. Et au président Kagame d'ajouter que le pays s'est engagé à doter des compétences nécessaires aux agents de santé communautaire en vue de l'amélioration de la qualité des services à la population. Ubwitangiye mufite gukora benshi mudahembwa n'abahembwa bagahembwa ubusa
nicyo kibanze niwo musingi niho duhera. Iyo bifite Votre volonté et votre détermination qui vous pousse à travailler sans être rémunéré ou avec une rémunération minime, c'est la base sur laquelle se construit tout le reste, dans la mesure du possible. Et en plus, nous voulons nous développer autrement, dans la technologie. ntibibe kujya kwa muganga, ntibibe nko kujya mu bapfumu. Abapfumu bakoresha ikoranabuhanga. Sinon, aller se faire soigner ne devrait pas être comparé à aller consulter les sorciers qui ont souvent d'autres compétences difficiles à expliquer. Mais pour nous autres, nous avons l'intelligence que nous devons aiguiser et bien exploiter. Et se servir correctement de cette intelligence dépend de la formation dont on bénéficie, laquelle formation doit être entretenue et développée au moyen de la technologie. Ibyo rero byose ikoranabuhanga rirabitubura. Le ministère de la Santé indique que 80 nouvelles ambulances sont en train d'être distribuées dans le pays dans le souci d'améliorer la qualité des soins de santé. La première dame du Rwanda, son Excellence Jeannette Kagame, a participé à la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. C'est une activité qui a rassemblé les rescapés du génocide du district de Karongi et qui s'est tenue au site mémorial de Bisesero. À cette occasion, il a été enterré 41 corps des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, à côté donc de 50 000 corps des victimes qui reposent à ce site mémorial. Et ce mémorial fait partie des 4 sites mémoriaux qui ont été inscrits dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Les organes impliqués dans la protection des droits de l'enfant estiment qu'il est essentiel de fournir davantage d'efforts dans la préservation de la sécurité en Afrique. Sinon, c'est le secteur de l'éducation qui en pâtit. Le point avec Assim Youssouf. À l'occasion de la journée dédiée à l'enfant africain ce jeudi, l'Institut Daler a organisé un débat sur le thème relatif à la sauvegarde de l'éducation de l'enfant tout en préservant sa sécurité, car l'on observe souvent que des actes terroristes entravent des activités de l'éducation et que beaucoup d'enfants sont enlevés et enrôlés dans des groupes armés, situation qui les prive de leur droit à l'éducation. Des statistiques révèlent particulièrement que plus de 13 000 écoles ont fermé les portes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale suite à des problèmes d'insécurité. Des acteurs dans le secteur de l'éducation, de la sécurité et des activistes dans la protection des droits de l'enfant soulignent qu'il s'agit d'un problème qui exige qu'on s'en occupe dans l'urgence. Il s'agit de travailler sur 2 pans essentiels. Premier pan, ce sont toutes les organisations, toutes les administrations qui structurent le monde de l'éducation, de la protection de la personne, y compris de la petite enfance. Nous partirons donc des cités et des gouvernements locaux jusqu'aux administrations centrales et aux administrations régionales, pour parvenir à construire un tissu de protection et d'accompagnement qui visera à faire en sorte que chaque enfant, quelles que soient ses origines, religieuses, sociales ou idéologiques, devienne un agent de transformation positive dans son milieu d'accueil ou dans son milieu original. Au nombre de cela, des critères précis d'évaluation d'éducation résiliente ont été élaborés, au nombre desquels nous comptons la protection des écoles, le développement
du bien-être, du sentiment de bien-être à l'école, par l'inscription dans la formation des enseignants de l'assistance psychosociale auprès des publics qui font face aux attaques armées et aux sentiments d'insécurité au niveau de l'école. Les statistiques révèlent qu'en 2015 et 2019, plus de 11 000 attaques dans le monde ont été menées contre des écoles entravant la sécurité de plus de 22 000 étudiants et enseignants dans 93 pays à travers le monde. L'Union africaine estime qu'il est essentiel d'être solidaire dans la recherche des solutions durables aux problèmes de conflits armés qui entravent l'octroi d'une éducation de qualité en Afrique. L'enfant a besoin de tout ce que l'humanité souhaite avoir et cela comprend une bonne et excellente éducation. Cela ne peut se réaliser si l'enfant trouve que son école est en danger et qu'ils peuvent être enlevés afin d'être soumis aux travaux forcés ou qu'il a peur parce qu'il pense que son éducateur peut être assassiné. Imaginez ce que cet enfant peut réaliser aussi longtemps qu'une telle mentalité et ces actes criminels sont encore observés dans différentes sociétés où ils habitent. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que la solution n'est pas loin parce que la solution, c'est nous. L'Institut Dallaire pour la protection des enfants en période de conflits armés indique que l'éducation ne concerne pas seulement le droit de l'homme, mais elle est aussi la base du développement durable, de la paix et la sécurité durable, et souligne que protéger l'éducation des attaques armées, ce n'est pas seulement sauvegarder le droit à l'éducation, mais qu'il s'agit également d'un pas pour le renforcement du développement durable de l'Afrique. Le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale en charge de la coopération régionale, le général en retraite James Kabarebe, est revenu sur les réalisations où le Rwanda a déployé davantage d'efforts dans le cadre de la préservation des droits de l'enfant, notamment la ratification des accords qui ont été mis en place en vue de la sauvegarde de la sécurité et des droits de l'enfant, dont celui dénommé Déclaration sur la sécurité dans les écoles, que l'Organisation des Nations Unies a récemment publié. Rwanda has made significant progress in protecting children's rights within and beyond our borders. Le Rwanda, en tant que pays, a fait des grands progrès en matière de protection des droits des enfants à l'intérieur de nos frontières et au-delà. Des exemples de ces engagements politiques comprennent notamment les politiques et autres cadres de travail qui placent les enfants au centre de nos programmes de développement, mais également la signature d'instruments juridiques internationaux clés tels que les principes de Kigali sur la protection des civils, les principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans des situations de violence, et plus récemment la déclaration sur la sécurité dans les écoles, un accord qui renforce la protection de l'éducation contre les attaques pendant les conflits armés et restreint l'utilisation des écoles et des universités à des fins militaires. La journée dédiée à l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année et le thème retenu cette année est relatif à l'attention apportée sur l'éducation et comment la promouvoir davantage. Les statistiques montrent que plus de 240 millions d'enfants à travers le monde ont abandonné l'école suite à la guerre et aux affrontements entre différents pays et qu'il est nécessaire de promouvoir la paix afin de contrer tout ce qui pourrait déstabiliser l'éducation des enfants. Le ministère de la Gestion des situations d'urgence déclare que le Rwanda va poursuivre sa volonté d'apporter une solution aux réfugiés et aux migrants qui souhaitent y trouver asile. Le point avec Assim Youssef. Ce groupe est arrivé au Rwanda où se trouvent déjà environ
2000 réfugiés et migrants venus de la Libye et ressortissants du Soudan du Sud, de l'Érythrée, de l'Éthiopie, du Soudan, de la Somalie et de la Côte d'Ivoire, installés au camp provisoire de Gachora en district de Ouguessera. Lorsqu'ils racontent leur histoire, ils disent qu'ils espéraient passer par la Libye pour l'Eldorado européen. Depuis le Soudan du Sud jusqu'en Libye, nous avons emprunté une voie pénible et c'était pour fuir la guerre et des actes terroristes et d'enlèvement qui étaient commis au Soudan du Sud. C'est cela qui a fait que je quitte le Soudan du Sud pour aller en Libye. Nyarang Chiruero, 21 ans, indique avoir confiance de trouver la paix et la sécurité au Rwanda, contrairement à ce qu'elle éprouvait lorsqu'elle était en Libye, où elle avait toujours peur d'être assassinée ou violée. En quittant la Libye, j'étais heureuse parce que cet endroit est très mauvais. Il n'y a pas de sécurité là-bas et en fait, nous traversions diverses péripéties car il y a même des enlèvements qui sont faits suite à l'appartenance religieuse. Lorsqu'on nous a dit qu'on nous amenait ici au Rwanda, nous nous sommes sentis comme si nos prières étaient exaucées suite à ce qu'on dit que ce pays est plus sûr que là où nous étions. At least, according to what I have heard, that this place is safe more than that site. Le directeur adjoint en charge de la sécurité des réfugiés au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la branche du Rwanda, Enid Ochieng, admet que la branche du HCR au Rwanda va poursuivre son étroite collaboration avec le gouvernement du Rwanda pour offrir la sécurité aux réfugiés et aux migrants. urugero rwa mbere cyangwa urwa kabiri rugaragaza ko biriya birego ntacyo bishingiyeho kuko aba bantu turabakira bakaza hano mu gihugu murabonye uko bakiriwe. Comme vous le savez, le Rwanda n'héberge pas seulement ce groupe, mais aussi plus de 135 000 réfugiés en provenance d'autres pays. En tant qu'agence onusienne en charge des réfugiés, nous allons poursuivre notre collaboration avec le gouvernement du Rwanda dans les activités pour la protection et pour assurer la sécurité aux réfugiés et aux migrants. Ce 18e groupe des réfugiés et migrants est arrivé au Rwanda alors qu'il n'y a pas longtemps que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR ait publié des accusations selon lesquelles les réfugiés et autres demandeurs d'asile sont maltraités au Rwanda. Le secrétaire d'État au ministère en charge de la gestion des situations d'urgence, Habinshuti Philippe, souligne que ces accusations sont sans fondement et démontrent le fait d'ignorer sciemment le partenariat existant entre le Rwanda et cette agence onusienne au cours des 30 dernières années où le Rwanda a accordé un asile à environ 130 000 réfugiés. Nous sommes le 15 juin. Dans tout juste 30 jours, les Rwandais vont participer aux élections présidentielles et législatives combinées. Je vous propose de suivre l'analyse de l'ambassadeur Joseph Motawoba, analyste politique, par rapport au remaniement du gouvernement. Il s'agit d'un entretien qu'il a accordé à la télévision rwandaise. Écoutez, le remaniement ministériel, donc le remaniement au sein du gouvernement, c'est une prérogative qui est dans les attributions des chefs d'État et de gouvernement. Donc ça peut arriver n'importe quand. Quand le besoin se fait sentir, s'il doit prendre une décision, il la prend sans trop tarder. Et c'est ça qu'il aime même dire. Quand vous avez un travail à faire, il faut le faire en déant les périodes que vous avez. Et si vous devez exécuter un travail, il faut l'exécuter à temps. Il ne faut pas attendre. Hein? Donc, c'est dans ces prérogatives de pouvoir dire je fais ça aujourd'hui, je fais ça dans 2 jours, etc. Donc, il n'y a rien d'étonnant dedans. En tant que citoyen et en tant qu'analyste, je peux faire des observations et analyser ce qui se passe. Prenons le cas
des changements au ministère des Finances. Si vous regardez bien, le ministre en charge part, le ministre d'État chargé des investissements part, le chef de service de douane et autres partent tous les deux. Donc ça veut dire que, sans spéculer bien sûr, parce que là, moi je n'aime pas spéculer, hein, mais sans spéculation aucune, je crois qu'il pourrait y avoir eu un problème au sein des finances, au sein des investissements, au sein de la gestion, ou alors de nouveaux projets que le chef de l'État pouvoir dire, écoutez, il me faut une nouvelle équipe pour pouvoir propulser les finances, pour propulser les investissements plus haut. C'est possible. Et ça ne m'étonnerait pas non plus que ce soit le cas. En ce qui concerne les affaires étrangères, ça aussi c'est dynamique. Parce que le ministre Biruta vient de faire quelques années dans ce ministère-là. Et vous savez combien ce ministère est très exigeant, dans ce sens qu'il doit beaucoup voyager, il doit beaucoup faire des contacts. Il est appelé à participer à une réunion. Il y a le chef de l'État qui lui envoie vite pour aller à quelque part. Donc tout ça, ça fait partie de ce qui fatigue le ministre. Et il ne grandit plus jeune comme vous et les autres jeunes, non. Il ne grandit pas plus vieux que moi, pas non plus, mais toujours est-il que le corps a des limites. Mais dans sa performance, il peut dire, écoutez, je viens d'être fatigué pendant tout ce temps. Ça peut être même lui qui propose. C'est pour ça que moi, je n'aime pas beaucoup les spéculations des journalistes surtout. Il ne faut pas inventer des raisons. Il faut plutôt essayer de les comprendre de façon humaine. Une deuxième raison qui, elle aussi, a des implications, plutôt des implications dans la politique extérieure, c'est que dans nos relations avec les pays étrangers aujourd'hui, surtout les pays de la région, au sein des Grands Lacs, dans la région des Grands Lacs et ailleurs, il peut y avoir de nouvelles dynamiques. Ces nouvelles dynamiques, il faut que nous puissions les tenir en compte. Et en tenant compte de ces dynamiques, on peut décider qu'on puisse avoir besoin de changer le ministre et son staff, les ambassadeurs, etc. On peut tout changer pour pouvoir répondre à un besoin urgent dans la région comme dans le monde. Vous avez certainement suivi vos collègues journalistes d'Europe ou d'ailleurs, ce qu'ils ont fait récemment comme un travail soi-disant de recherche. Je ne trouve pas ça un travail de recherche à propos. Ça, c'est un travail qui peut avoir des implications, des répercussions sur la vie du pays et sur la relation avec les autres pays. Donc ça, si le président décide aujourd'hui et dit « j'aimerais que l'ambassadeur Olivier Ndoumbourou vienne dans la chaise de l'honorable Biruta pour qu'il puisse confronter ces gens, pour qu'il puisse y amener du sang nouveau et essayer de trouver des contacts beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement aussi. Ça, c'est pour répondre à un besoin urgent et imminent. Donc ça, c'est un exemple que je donne. Le troisième exemple aussi que je vois, c'est dans les relations internationales en général, mais les relations surtout dans notre région. Vous prenez le cas du Congo, passer déjà une année, 2 ans sur le dossier Congo, j'en sais quelque chose, c'est fatigant. Alors, si aujourd'hui on dit, écoutez, le Congo, Kinshasa je veux dire, il faut qu'on change de voie.
la voix qui s'exprimait hier peut être remplacée par une autre voix et voir comment ça va donner un redynamisme des relations. Vous avez le dossier de nos relations avec la Belgique, nos relations avec les États occidentaux, mais aujourd'hui, donc tout ça, ça fait nombre. Nos relations avec les Nations Unies, vous avez suivi ce qui s'est passé hier ou avant-hier avec le HCR. Donc tout ça, ça fait pression sur les chefs d'État pour pouvoir répondre à ce genre de dynamisme. Donc quand il le fait, je lis entre les lignes, je dis, c'est le temps de pouvoir dire, faisons ceci, disons ceci, faisons des démarches de ce genre. Donc moi, je trouve ça que c'est dans le quotidien, c'est du normal. Il n'y a rien de brûlant, comme les journalistes aiment faire ça. Il n'y a rien qui brûle, non. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.